Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce dernier webinaire de notre cycle de webinaires sur la réponse au marché public. On accueille aujourd'hui à nouveau Dominique Salgado de l'Agence des économies solidaires et puis on va pouvoir discuter aujourd'hui de la réponse à un marché public en groupement, que ce soit en co-traitance ou alors en sous-traitance. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors Dominique, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel sur la manière dont on peut répondre à un marché public, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Il existe en fait 3 modalités pour répondre à un marché public. Il existe en fait la réponse directe, c'est-à-dire que l'entreprise est alors le seul attributaire du marché et seule exécutante des prestations. Elle devient donc titulaire du marché et répond sans aucun partenaire. Puis la réponse en co-traitance, ou également ce qu'on appelle en groupement momentané d'entreprise. La réponse en co-traitance, c'est la réponse entre deux TPE, deux PME, deux entreprises de l'économie sociale ou solidaire ou de l'insertion. Et puis la réponse en sous-traitance, que vous connaissez peut-être dans le cadre aussi de marchés privés. La réponse en sous-traitance, c'est vous avez une entreprise titulaire du marché et puis cette entreprise titulaire du marché délègue une ou partie des prestations à réaliser sous forme de sous-traitance à une autre entreprise. Donc la typologie des groupements possibles est aussi variée que celle des opérateurs économiques qui sont susceptibles de candidater à un marché public. Ok, très clair. Donc, si je comprends bien, quand on répond à plusieurs, en tout cas quand on veut se positionner à plusieurs entreprises sur un marché public, on va avoir la réponse en groupement ou la réponse en tant que sous-traitant. Tout à fait. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler des modalités de réponse en co-traitance? Tout à fait. Donc, modalité de réponse en co-traitance, c'est ce qu'on appelle aussi groupement momentané d'entreprise, c'est-à-dire que plusieurs entreprises vont constituer un groupement pour répondre à un marché public. Donc, ces entreprises se groupent afin d'élaborer une offre commune à un marché spécifique. Donc, le groupement d'entreprises ne va être constitué que pour ce marché-là, pour une réponse à un seul marché. Donc, le groupement momentané d'entreprise, c'est un accord privé. Les entreprises vont s'organiser pour pouvoir répondre à un marché auquel elles ne pourraient pas répondre ou soumissionner toutes seules. Elles sont dites co-traitantes, c'est-à-dire qu'elles accèdent toutes en direct au marché et non pas en tant que sous-traitant. Donc, le groupement momentané d'entreprise, il est momentané dans le sens où il est constitué que pour un marché auquel on veut répondre, donc c'est spécifique à un marché. Ce groupement n'a pas de personnalité morale ou juridique. Ça permet une appréciation globale des capacités de l'ensemble des acteurs du groupement, des ensembles des entreprises par l'acheteur. Et pour répondre à un groupement, on utilise les formulaires DC1 et DC2 qui permettent en fait de lister l'ensemble des membres de ce groupement et du mandataire. Donc, les atouts d'un groupement momentané d'entreprise. Cette réponse groupée permet de donner plus de poids à une candidature, de rassurer l'acheteur sur la réalisation des prestations demandées, c'est-à-dire qu'elle va permettre, par la présentation d'un plus grand nombre de références, qui est les références de l'ensemble des acteurs qui vont se constituer en groupement, par la mise en commun également des capacités techniques, du savoir-faire, de la mise en commun aussi des moyens matériels, humains et financiers. Donc, ça permet de prétendre à des volumes de prestations plus importants, plus conséquents. C'est aussi la possibilité de prétendre à des marchés qui sont pourvoyeurs de nombreuses exigences techniques qu'une seule structure ne pourrait pas exécuter. Donc, ça permet en fait de se répartir des prestations qui peuvent être diverses ou avec des compétences diverses. Et donc, on s'associe uniquement pour un marché public en particulier. Il existe différentes formes de groupement. Le Code des marchés publics, en fait, prévoit deux formes de groupement momentané d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord le groupement conjoint. Alors, un groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques qui est membre du groupement s'engage à exécuter là où les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Chaque entreprise est responsable des prestations qu'elle doit réaliser et seulement de ces prestations. Ainsi, une entreprise du groupement conjoint ne sera pas tenue de pallier à la défaillance d'une autre entreprise du groupement. Puis, il y a le groupement solidaire. Le groupement solidaire,
il est solidaire justement lorsque chacun des opérateurs économiques qui est membre de ce groupement est engagé pour la totalité du marché. C'est-à-dire que toutes les entreprises sont liées de manière solidaire vis-à-vis du client pour la réalisation des prestations. Les membres d'un groupement solidaire donc, sont solidairement responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage, du donneur d'ordre, des désordres imputables aux travaux, même s'ils n'y ont pas pris part. C'est-à-dire que la défaillance d'un membre du groupement, eh bien, les autres membres du groupement sont solidaires de cette défaillance et donc doivent pallier à cette défaillance. Donc, quel type de groupement pour quel type de marché? Le groupement conjoint est idéal pour des marchés qui sont divisés en lots techniques. Donc, chaque co-traitant intervient sur le lot qui correspond à sa compétence, à sa spécialité ou à son implantation géographique. Le groupement solidaire, lui, il est plutôt idéal pour des réponses groupées d'entreprises d'un même secteur d'activité qui souhaitent prendre en charge un ensemble de volumes de prestations plus importants. Et donc, chaque co-traitant est responsable pour la totalité du marché. Dans la répartition des responsabilités sur ces différents types de groupements. Donc, dans le groupement momentané d'entreprises conjoints, comme je vous l'ai dit, chacun des co-traitants s'engage uniquement sur les prestations qu'ils réalisent. Ils ont un mandataire tout de même qui est commun, qui est solidaire ou non. En cas de défaillance, si le mandataire est solidaire, il lui appartient de réaliser les prestations ou travaux au prix initialement prévu. Voilà. Si vous êtes dans un groupement momentané d'entreprise qui est solidaire, chaque co-traitant est solidairement engagé pour la totalité du marché. Et dans le cas des travaux, pendant 10 ans après réception des travaux. Peut-être une précision, on reviendra tout à l'heure sur la notion de mandataire un peu plus en Tout à détail fait. pour expliciter quel est son rôle, qu'est-ce qu'il endosse comme responsabilité, etc. Tout à fait. J'ajouterais, alors juste pour vous finir avec les obligations des co-traitants, que aussi bien pour les groupements conjoints que solidaires, justement, il est obligatoire de désigner un mandataire et de signer une déclaration d'habilitation du mandataire dans le dossier de candidature. Donc, les co-traitants s'engagent à réaliser des travaux, des prestations qui correspondent à leur part de marché, à respecter l'ordre et les délais d'exécution des travaux, des prestations prévues, à communiquer au mandataire commun toute information de nature à faciliter la réalisation du marché ou à prévenir d'un éventuel problème. Donc, les assurances, eh bien, en fait, se présentent de manière différente si on est en groupement conjoint. Groupement conjoint, chaque co-traitant a son assurance de responsabilité civile, pas de modification par rapport, en fait, à une réponse traditionnelle. En groupement solidaire, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir une extension de garantie pour couvrir la solidarité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, ou une assurance commune pour le groupement, souscrite par le mandataire. Donc, le mandataire doit souscrire une assurance spécifique le couvrant sur les missions qu'il réalise au titre de son rôle de mandataire. Donc, c'est important d'avoir ces extensions de garantie, puisque lorsque vous êtes dans un groupement solidaire, et donc vous êtes solidaire des autres membres du groupement lorsqu'ils sont défaillants, donc votre seule assurance ne vous couvrira pas en cas de défaillance d'un membre du groupement dans l'exécution du marché. Donc, il est essentiel d'avoir une extension de garantie ou une assurance commune qui vous protégera, voilà, en cas de défaillance d'un prestataire. Donc, la facturation en groupement conjoint, comment est-ce que vous allez être rémunéré? En groupement conjoint, le donneur d'ordre règle directement ses factures à chacun des co-traitants. En groupement solidaire, si les prestations sont individualisables, alors il y aura un règlement sur des comptes distincts. Sinon, vous avez la possibilité d'un versement sur un compte unique qui a été créé spécifiquement pour le groupement. On appelle ça aussi un compte dédié. Donc, c'est ou un compte sur le compte du mandataire, s'il est habilité évidemment par les autres membres du groupement, et il y aura versement des sommes dues à chaque membre dans un second temps. Donc, je vous conseille de consulter le guide pratique Choisir entre les deux formes de groupement que vous pouvez télécharger sur le site de l'INSERM INCO 93. Donc, vous avez le lien qui apparaît. Donc, il est important de le télécharger. On vous transmettra évidemment le support de présentation où vous aurez le lien directement vers
Tout à fait. Juste une petite précision. Souvent, dans les marchés publics, la forme de groupement vous est imposée. Le pouvoir public, le donneur d'ordre public, pour se protéger, choisit généralement les groupements solidaires. Ça lui évite, en cas de défaillance d'un membre de groupement, de chercher une responsabilité, de devoir pallier en allant chercher une autre entreprise pour exécuter. Pour lui, en fait, un groupement solidaire, c'est juste un interlocuteur qui va être le mandataire et ensuite aux différents membres de groupement de pallier aux défaillances d'un autre. Donc, en fait, pour se protéger, souvent, le donneur d'ordre public choisit le groupement solidaire. Donc, lisez bien les pièces de marché. Dans le ERC, il est indiqué dans le règlement de la consultation quelle forme de groupement, si une forme de groupement vous est imposée et si c'est solidaire ou si vous êtes libre de choisir votre forme de groupement. Je sais, à titre, personnel, dans le cadre de l'accompagnement que la métropole fait auprès des communes sur les achats circulaires et solidaires, c'est un point qu'on essaye de mettre en avant aussi, de dire, peut-être n'imposez pas de forme de groupement parce qu'on sait que pour les opérateurs économiques, c'est quand même, moins contraignant de faire un groupement, conjoint plutôt que faire un groupement solidaire. Donc si le donneur d'ordre a la possibilité de laisser le choix, il le fait, mais c'est vraiment pas systématique et effectivement, la solidarité, c'est rassurant. Tout à fait. C'est d'autant plus pénalisant lorsqu'on se retrouve dans le cadre en fait d'un groupement momentané d'entreprise, dans une cotraitance où vous avez une grosse entreprise qui, pour une petite prestation ou pour un lot, va choisir en fait peut-être une petite PME qui est spécialisée dans son domaine, ou alors une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou une SIAO. Et donc, en cas de défaillance du plus gros, la petite entreprise sera solidaire. Donc, c'est pour ça qu'on incite, en effet, au maximum, si on veut favoriser l'accès des TPE, PME, des entreprises de l'économie solidaire et sociale au marché public, c'est un rôle que nous avons aussi de relayer auprès des donneurs d'ordre public, de ne pas imposer cette forme de groupement solidaire qui peut être risquée pour les petites entreprises. Donc, en effet, si vous devez répondre à un marché public avec une grosse boîte, essayez de négocier au maximum plutôt un groupement conjoint que solidaire. Bien sûr. Les risques sont importants. Donc, le rôle du mandataire. Donc, quelle que soit la forme du groupement, vous allez devoir choisir, en fait, les membres du groupement vont devoir choisir un mandataire qui sera l'interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, du donneur d'ordre. Donc, on désigne un mandataire commun qui représente le groupement, comme je vous disais, auprès du pouvoir adjudicateur. Donc, ces missions vont être la remise des offres, signer le marché, coordonner l'intervention des entreprises groupées, assurer la gestion administrative et financière, assumer un niveau de responsabilité variable en cas de défaillance et selon la forme du groupement choisi. Donc, le marché peut prévoir que le mandataire d'un groupement conjoint soit solidaire des membres. Donc, les cotraitants ne sont pas absous de leur responsabilité par la présence d'un mandataire. Un même prestataire, par contre, ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement sur un même marché. Pour définir l'organisation interne d'un groupement momentané d'entreprise. Donc, en fait, la formation du groupement peut résulter de la simple signature de l'acte d'engagement ainsi que du DC1 et du DCE par toutes les entreprises. Cependant, c'est une entreprise qui est risquée. Il est toujours préférable qu'en amont, vous établissiez ce qu'on appelle une convention de groupement, qu'elle soit rédigée entre les différentes entreprises afin de bien définir librement les règles de fonctionnement du groupement. Vous trouverez sur Internet plusieurs modèles de conventions de groupement pour des réponses à des marchés publics. Donc, sur cette convention du groupement, en fait, c'est un accord qui est privé entre les membres du groupement. Donc, vous avez une liberté contractuelle pleine. Et il doit comporter à minima la nature du groupement, solidaire, conjoint, l'étendue et la durée de la solidarité, la désignation, l'étendue de la mission et l'éventuelle rémunération du mandataire,
la gestion financière et bancaire du groupement, paiement direct de chacun des membres, paiement du mandataire et reversement au co-traitant, les assurances et la durée de la convention. C'est vraiment important d'avoir cette convention de groupement. Comme vous le savez, en matière d'affaires, quand on s'associe, il y a toujours des risques de défaillance, de problèmes, il y a toujours des aléas. Une convention de groupement vous permet d'anticiper tous les différents problèmes ou aléas qui peuvent survenir lors de l'exécution du marché. Donc, vous avez des garanties en cas de problème. Vous savez que vous n'avez plus qu'à consulter la convention de groupement pour pouvoir régler le problème sans grande difficulté. C'est une protection juridique importante. Donc, justement, sur les points de vigilance dans la constitution du groupement d'entreprise, afin de réussir ce groupement, il faut savoir établir une vision claire des objectifs communs d'un groupement, mettre en place une structure organisationnelle claire et efficace, garantir à l'interlocuteur un interlocuteur unique qui est le mandataire du groupement, choisir le type de co-traitance le plus adapté, solidaire ou conjoint, définir les rôles et les responsabilités du mandataire, qui doit intervenir en tant que coordinateur dans la mise en œuvre du marché, calibrer en amont les tâches de chacun sur le marché ou les différents lots, éviter toute confusion pour l'acheteur. Je vous conseille également donc de prévoir une défaillance du mandataire. Il peut arriver que lors de l'exécution du marché, il y ait une défaillance du mandataire. Donc, prévoyez également une clause qui, en cas de défaillance du mandataire, voilà, il va être remplacé. Vous pouvez désigner l'entreprise ou le nouveau mandataire qui prendra sa place. Ça évitera les conflits. Ça, tu parles de le prévoir dans la convention. D'accord, très clair. C'est très important parce que les désordres arrivent souvent dans l'exécution d'un marché public. Et donc, pour ne pas qu'il y ait en fait de défaillance vis-à-vis du donneur d'ordre, pour pas qu'il y ait interruption des versements, de la rémunération, des relations avec le donneur d'ordre, vous pourrez pallier tout de suite au remplacement du mandataire. Donc, l'autre point important avant de se constituer en groupement, c'est d'élaborer une stratégie financière solide, c'est-à-dire d'analyser les coûts et les investissements nécessaires pour répondre au contrat pour chacune des parties. C'est aussi la définition d'une politique de répartition des coûts et des bénéfices équitable entre les membres du groupement, l'établissement d'un plan de financement réaliste et viable pour assurer la stabilité financière du groupement et la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi financier. L'élaboration d'une stratégie financière solide est essentielle pour la réussite d'un groupement d'entreprises sur les marchés publics. Il faut pouvoir vous assurer qu'en cas d'un marché, par exemple, de travaux, où souvent il y a besoin d'approvisionnement, ou dans d'autres marchés de prestations, que sur une partie où l'entreprise a un lot, et si vous êtes face à une entreprise qui va avoir des difficultés financières lors de la nécessité d'acheter du matériel, de s'apprivoiser, eh bien, en amont, être sûr que cette entreprise a les capacités financières pour l'investissement nécessaire pour le marché public. Donc, les bonnes pratiques pour la constitution d'un groupement, c'est calculer les gains et les risques liés à l'exécution du marché, bien anticiper les délais, puisque comme on l'a vu dans les différents modules, bien, la réponse à un marché public, vous avez des délais contraints, parfois qui sont courts. Donc, il faut anticiper dans la réponse au marché aussi le délai de trouver un co-traitant, d'anticiper la rédaction, la discussion sur quelle forme de groupement, etc. Aussi bien se connaître avant de se lancer. C'est important pour se faire confiance. Répartir clairement les tâches et le rôle de chacun. Bien définir le rôle donc, du mandataire via la convention. Élaborer donc une stratégie financière solide et prévoir les assurances adéquates. Très clair. Je rajoute aussi un point, juste pour compléter l'information. Aujourd'hui, quand un donneur d'ordre il souhaite passer un marché où il sait qu'il il va y avoir de potentielles réponses en groupement parce qu'il y a besoin d'expertise complémentaire, etc.
en tout cas, ce qu'on essaye de diffuser comme information, c'est aussi d'anticiper ça et de se dire que, les délais de consultation vont peut-être être allongés. On n'aura pas 1 mois, mais peut-être 2 mois parce qu'on sait que, ça peut prendre du temps d'identifier un partenaire potentiel et même administrativement, ça prend peut-être plus de temps d'échanger pour, bien remplir les documents. Donc c'est des choses qui, de plus en plus se font, du côté des donneurs d'ordre. Tout à fait. D'autant plus que, en fait, le groupement momentané d'entreprise est un petit peu aussi de la responsabilité du donneur d'ordre, dans le sens où normalement, le donneur d'ordre est censé allotir au maximum son marché. Bien sûr. Et comme aujourd'hui, bien souvent, les pouvoirs publics derrière n'ont pas les équipes pour assurer toujours un marché alloti, donc on choisit un marché global pour des questions de facilité de gestion. Donc à partir du moment où on va sur un marché global, et donc on sait qu'à part une très très grosse entreprise qui est capable d'exécuter l'ensemble des prestations, il va y avoir derrière de la sous-traitance ou de la co-traitance. Donc nous portons aussi un message, en effet, auprès des pouvoirs publics de prévoir des délais de consultation plus importants pour permettre le temps aux entreprises de s'organiser. Tout à fait. Merci, Dominique. Je crois qu'on en est à la fin, sur la partie, groupement momentané d'entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter les modalités de réponse, en sous-traitance, du coup? Oui. Alors, la sous-traitance, bon, c'est un petit peu plus familier, je pense, pour l'ensemble des entreprises qui ont l'habitude de la faire, même dans le cadre de marchés un peu privés. Donc, dans le cadre de marchés publics, la sous-traitance est l'opération par laquelle l'opérateur titulaire d'un marché public confie à une entreprise tiers, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution d'une partie des prestations. Donc la sous-traitance dans les marchés publics repose sur 2 contrats. Le marché public, qui est conclu donc entre le titulaire du marché et le donneur d'ordre, et puis le contrat entre l'entreprise titulaire du marché et l'entreprise tiers à qui va être sous-traitée donc une partie de la prestation. Il faut savoir que la sous-traitance totale est interdite. Concrètement, cela signifie que le titulaire d'un marché ne peut sous-traiter qu'une partie, ce qui est normal, puisque lorsqu'on attribue un marché public, on l'attribue à une entreprise. Si on fait de la sous-traitance totale, c'est une entreprise en fait qui va déguiser une sous-traitance et le donneur d'ordre de l'autre côté en fait ne va plus avoir le titulaire réel, mais en fait uniquement des sous-traitants. Et c'est quand même, dans les faits assez fréquent, donc qu'il y ait pas forcément de la sous-traitance totale, mais je veux dire de la sous-traitance déguisée où, le donneur d'ordre n'est pas forcément, au courant précisément, Non. Ça existe quand même? Oui, ça existe, parce qu'en fait, comme on va le voir, il existe 2 manières, de mettre en place la sous-traitance. Vous avez en fait la possibilité, quand vous candidatez directement au marché public, de déclarer votre sous-traitant. Et là, en effet, le donneur d'ordre prend conscience qu'il y a une entreprise titulaire et ensuite il y a des sous-traitants. Donc ça, c'est bénéfique aussi bien pour l'entreprise titulaire que pour le donneur d'ordre public. Alors c'est bénéfique pour l'entreprise titulaire parce que quelque part, ça maximise vos chances de remporter le marché. Puisque lorsque vous présentez seul, sans dire qu'il va y avoir une sous-traitance ultérieure, vous allez vous présenter uniquement avec vos capacités financières, vos moyens humains et vos moyens techniques. Donc, le donneur d'ordre, lorsqu'il va faire l'analyse des offres, ne va analyser que vos compétences à vous. Lorsque vous vous présentez directement avec votre sous-traitant au niveau de la candidature, on va en effet constater que l'entreprise titulaire qui peut-être est un peu défaillante sur une des prestations à exécuter, finalement, elle est accompagnée. Donc, c'est rassurant. L'autre avantage, lorsqu'on répond directement lors de la candidature avec ses sous-traitants, c'est que, en fait, lors de l'analyse des offres, le donneur d'ordre va en fait accepter le pack global, c'est-à-dire le titulaire plus le sous-traitant. Et puis, en fait, l'autre deuxième manière de faire, c'est vous déclarer votre sous-traitant lors de l'exécution du marché public.
Et donc, lors de l'exécution du marché public, vous allez déclarer le sous-traitant. Alors, dans les 2 cas, en fait, vous utilisez ce qu'on appelle le formulaire DC4. C'est la déclaration préalable de sous-traitant qui doit contenir un certain nombre d'informations, la nature et le montant des prestations sous-traitées, les conditions de paiement, paiement direct, paiement indirect, et les capacités du sous-traitant pour lequel l'opérateur économique s'appuie et sont des exemples. Donc, je vous disais, lorsque vous déclarez votre sous-traitant pendant l'exécution du marché, le donneur d'ordre public n'est pas obligé de l'accepter. C'est-à-dire qu'il a un délai de 21 jours. Il va analyser, puisque vous allez, en fait, avec la déclaration du sous-traitant, envoyer évidemment les capacités financières, économiques, les moyens humains du sous-traitant, ses assurances, en fait l'ensemble des pièces nécessaires, et le donneur d'ordre public a 21 jours pour c'est ce qu'on appelle l'agrégation du sous-traitant. Il peut refuser ce sous-traitant et donc vous serez obligé d'aller chercher un autre sous-traitant. Alors que lorsque vous candidatez immédiatement avec déjà votre sous-traitant, il n'y a pas ce problème d'agrégation. Le titulaire est choisi avec son sous-traitant. Très clair. Donc, sur les modalités de paiement en sous-traitance, vous avez en fait la modalité de paiement en sous-traitance, c'est le paiement du sous-traitant est direct, c'est-à-dire qu'il est directement payé par le donneur d'ordre. Cela permet de protéger le sous-traitant également pour lui d'être payé plus rapidement, sachant tout de même que pour qu'il soit payé par le donneur d'ordre public, il faut avant que le titulaire du marché ait validé la facture du sous-traitant. Donc, en fait, ça se passe en 2 étapes. Le sous-traitant envoie sa facture au titulaire qui la valide. Et ensuite, elle passe au donneur d'ordre. Et là, il est rémunéré directement par le pouvoir public. Le paiement direct n'intervient que lorsque le prix de la prestation dépasse 600 € TTC. Le sous-traitant, de la même manière, est éligible aux avances, à la révision des prix et dès la notification du marché ou de l'acte spécial par acheteur. Donc, il faut savoir que certains sous-traitants préfèrent en fait ne pas être sous paiement direct parce que parfois ça rallonge. D'accord. Ça rallonge dans le sens où sa facture doit d'abord être validée par le titulaire, ensuite elle passe au donneur d'ordre public et là il y a les 30 jours minimum pour le paiement de la facture. Et parfois, lorsqu'il travaille en fait pour des grosses entreprises, eh bien, s'il est payé par l'entreprise, elle valide sa facture et il est payé directement. D'accord. C'est quelque chose que le titulaire du marché peut refuser, dire bah non, moi mon sous-traitant, je le paye Non, moi-même. le titulaire, alors, il existe de manière officieuse 2 pratiques qui ne sont pas très légales. Soit le sous-traitant, parce que dans le cadre, souvent en collectivité, les délais de paiement sont très longs. Et donc, en effet, beaucoup de sous-traitants, lorsqu'ils travaillent avec des entreprises qui sont plutôt fiables, préfèrent être payés directement par l'entreprise. C'est plus rapide. Par contre, certaines entreprises imposent aux sous-traitants le paiement indirect. D'accord. Ça leur permet des fois de faire de la trésorerie le temps du paiement. Ok. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir avec qui aussi on travaille et on sous-traite. Oui, tout à fait. Donc, nous, côté souvent secteur public, on pense que le paiement direct, en fait, c'est quand même le plus sécure parce que le sous-traitant est assuré d'être payé, mais parfois les délais sont très longs. Et quand on a une petite PME, TPE, je pense en particulier par exemple sur les marchés de travaux où il y a beaucoup d'investissements et que les délais de paiement peuvent dépasser 45-50 jours et que voilà, il faut payer les salaires, il faut payer l'approvisionnement. Donc, les 2 modalités existent. Nous, de l'autre côté, par contre, on ne sait pas quand certaines entreprises font du forcing et obligent les sous-traitants, s'ils veulent travailler pour eux, à ne pas accepter le paiement direct. Voilà. Dans ce cas-là, est-ce qu'on considère que c'est de la sous-traitance dissimulée? Ça veut dire que le sous-traitant n'est pas déclaré parce qu'à partir du moment où il est déclaré, le donneur d'ordre, il en a connaissance? Non, parce que en fait, le sous-traitant, dans le DC4, il choisit, il coche s'il veut un paiement direct ou pas. Ah, d'accord. C'est juste ça. Et donc, nous, derrière, on ne sait pas si on a fait pression sur lui ou pas. C'est-à-dire que souvent, les grosses entreprises disent aux sous-traitants, vous acceptez de travailler avec moi, mais à ces conditions-là. D'accord. Donc, cette
en fait, c'est une possibilité de paiement direct. Voilà. C'est pas une obligation. Non. D'accord. Ok, très bien. C'est clair. Et donc, je voulais juste reclarifier pour que tout le monde ait bien en tête. On est d'accord que c'est juste un lien transactionnel qui existe entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. C'est pas un lien juridique. Il n'y a pas d'obligation qui naissent de ce paiement en direct. C'est pas comme si on était liés par un contrat comme en co-traitance, par exemple. Ils sont liés par un contrat d'exécution de prestation. Le titulaire et le sous-traitant ont un contrat entre eux. Le titulaire et le sous-traitant, mais je parle du donneur d'ordre et le sous-traitant. Il n'y a pas de lien juridique qui existe entre eux. Non, aucun. Donc, je vous parlais des documents à fournir. Donc, vous complétez le DC4, c'est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires des marchés publics. Il est accompagné par les éléments chiffre d'affaires, moyens humains, capacité technique. Lorsque la déclaration de sous-traitance est concomitante à l'offre, donc vous pouvez, à la place du DC4, remplir le document, le DUM, le document unique de marché européen. Donc, en effet, sur les différences et les avantages entre les deux solutions, en co-traitance, on travaille avec et on travaille pour. C'est-à-dire qu'en co-traitance, tous les membres du groupement sont en relation contractuelle avec l'acheteur et sont responsables vis-à-vis de l'acheteur. Le partenariat dans le cadre de ces deux manières de mutualiser ses forces n'est pas identique, en effet. Donc, il est nécessairement plus équilibré dans le cas de la co-traitance que dans celui de la sous-traitance. Il y a un terme plutôt, en co-traitance, on parle d'association, qui n'existe pas en sous-traitance. Donc, chaque co-traitant doit contracter l'ensemble des assurances légales obligatoires et leurs responsabilités sont directement mises en jeu en cas de dysfonctionnement. Donc, je répète bien, en cas de co-traitance, chaque co-traitant est responsable des prestations qu'il réalise vis-à-vis du donneur d'ordre. C'est plus simple et plus sous-direct. Donc, en cas de sous-traitance, le sous-traitant, quant à lui, n'est pas responsable vis-à-vis de l'acheteur public. Il est responsable vis-à-vis de l'entreprise qui sous-traite, donc vis-à-vis du titulaire qui lui a sous-traité des prestations. Donc, si une entreprise fait le choix de répondre en s'appuyant sur les capacités d'un sous-traitant, il faudra que les assurances obligatoires englobent des compétences spécifiques éventuelles de son sous-traitant, qui est mobilisé par la réalisation du marché. C'est-à-dire que le titulaire du marché répond des dommages et des désordres provoqués par son sous-traitant lors de l'exécution du marché, ou même lorsqu'on parle de travaux, pendant la durée de 10 ans, les garanties décennales. Donc, ce n'est que dans un second temps, ou si le titulaire a un problème avec son sous-traitant, qu'il pourra se retourner contre le sous-traitant, juridiquement. Donc, voilà, c'est bien ce que tu disais, Eva. En co-traitance, il y a un lien juridique de tous les co-traitants avec le donneur d'ordre public. En sous-traitance, le lien juridique n'existe pas entre le sous-traitant et l'acheteur, mais uniquement avec le titulaire. Très bien. Donc c'est en soi plus engageant d'être en groupement plutôt qu'être sous-traitant aussi d'une certaine façon. Ça dépend en fait du marché, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça dépend en marché de travaux, il y a beaucoup de sous-traitance. Voilà, principalement de marché de sous-traitance. Si on est toujours dans les opérations de travaux, par exemple, en maîtrise d'œuvre, sur les marchés de maîtrise d'œuvre, c'est plutôt de la co-traitance. Où en effet, un architecte va aller chercher, un géographe va aller chercher les compétences techniques qui lui manquent. En travaux, on va avoir en effet plutôt une grosse entreprise, et là, on va avoir de la sous-traitance même en cascade, donc de la sous-traitance deuxième rang, troisième rang, et des fois, encore plus. Et le paiement en direct, il intervient jusqu'à quel Uniquement sous-traitant direct. D'accord. Donc, premier degré. Donc à partir du deuxième sous-traitant, il n'y a plus de paiement direct. Il n'y a plus de paiement direct. Parce qu'en fait, quand on est en deuxième sous-traitant, c'est un sous-traitant qui va lui-même sous-traiter une partie de la prestation à un autre. Donc là, le lien, il est un peu... Voilà, là, il n'y a plus de lien du tout avec le donneur d'ordre public. Et ce serait beaucoup trop compliqué pour le donneur d'ordre public. Dans les marchés très beaux, il y a beaucoup de sous-traitance en cascade, de gérer l'ensemble de toutes les entreprises. Et des délais toujours plus
plus long d'ailleurs. Et des délais toujours plus... remonter la cascade. Exactement, parce qu'après, il faut remonter la cascade. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, Dominique, quand on est une entreprise, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour répondre en groupement ou en sous-traitance? Oui, tout à fait. Donc, vous avez un guide très pratique de la réalisation des marchés publics pour les opérateurs économiques. Donc, vous aurez la slide, vous pourrez le télécharger. Pardon. Vous avez également les fiches pratiques ESS 2024. Donc, ces fiches pratiques sont importantes. Elles ont été constituées par l'équipe des canaux et donc de ESS 2024, où on a favorisé au maximum justement les groupements des entreprises de l'ESS pour qu'elles puissent remporter un maximum de marchés lors de l'organisation des JO. Donc, on les a accompagnés dans le cadre de groupements de sous-traitance pour pouvoir prétendre à ces marchés. Donc, vous avez aussi un MOOC gratuit pour aller plus loin sur les fondamentaux des marchés publics. Et puis, vous avez les plateformes. Alors, vous avez la plateforme Maximilien, donc qui est utilisée par pratiquement l'ensemble des collectivités d'Île-de-France, mais pas toutes. Donc, sur la plateforme Maximilien, vous avez ce qu'on appelle la bourse à la cotraitance, qui est un service pour aider les entreprises. Avec la bourse de la cotraitance, en fait, le GIP Maximilien veut faciliter pour les entreprises et en particulier pour les ME l'accès à des marchés publics qui sont publiés par les collectivités ou leurs établissements publics. Parce que même si ces entreprises n'ont pas la taille ou l'ensemble des compétences requises pour répondre à un seul marché, donc il est possible, dans la bourse à la cotraitance, en fait, vous vous inscrivez et vous pouvez rechercher un co-traitant ou un sous-traitant en fonction des prestations ou des compétences que vous cherchez. Vous avez donc toute une liste d'entreprises qui sont inscrites dans c'est une banque de données, voilà, où vous pourrez choisir et prendre contact avec des sous-traitants. Vous avez la même chose avec la plateforme de la direction des achats de l'État, la plateforme Place, où vous avez également une bourse à la cotraitance et un service pour aider les entreprises à se constituer en cotraitance ou en sous-traitance. Donc, ça vous permet en effet de répondre. Alors, la plateforme de la direction des achats de l'État et de l'État est une plateforme qui vous permet de répondre à l'ensemble des marchés publics, des ministères, des établissements publics, des chambres de commerce et de l'industrie, des centrales d'achat telles que l'UGAP ou la direction des achats de l'État. Très clair. Est-ce que tu peux nous parler, Dominique, de quelle manière on peut gérer les aléas lorsqu'on est en groupement momentané d'entreprise? Voilà, donc on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc en effet, il y a toujours des aléas, d'où l'importance de vraiment rédiger une bonne convention de groupement entre les différents acteurs. Donc en fait, vous allez avoir des aléas à deux stades du marché, soit en cours de la procédure de passation du marché, c'est-à-dire vous répondez à un marché en groupement momentané d'entreprise et entre le moment où vous avez déposé votre offre et avant la notification du marché, l'un des acteurs du groupement défaillant. Voilà. Pendant la phase d'analyse, en fait. Pendant la phase d'analyse, tout à fait. Donc, et les défaillants ou fait faillite, il y a un problème. Donc, en fait, le Code de la commande publique prévoit l'hypothèse d'une modification du groupement momentané d'entreprise au stade de la procédure de passation. Donc, normalement, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Et le Code prévoit deux exceptions en cas d'opération de restructuration de société, c'est-à-dire qu'il y a un rachat, une fusion, une acquisition. Et si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Une faillite, une liquidation judiciaire ou autre. Sachant que parfois, on se met en groupement, pas forcément avec des entreprises dont on connaît la fiabilité économique, d'où, comme je vous disais tout à l'heure, l'importance de vraiment établir un plan financier et de s'assurer de la solidité financière des différents partenaires. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans le cas d'une opération de restructuration de société, ou de défaillance totale d'une entreprise, vous pouvez proposer un ou plusieurs membres,
ou plusieurs membres du groupement de continuer à participer à la procédure de passation. Évidemment, l'acceptation de l'acheteur est nécessaire. C'est-à-dire que vous contactez l'acheteur et vous lui expliquez la situation dans laquelle vous trouvez. Vous envoyez évidemment les justificatifs, fusion, acquisition, défaillance, liquidation judiciaire. Et ensuite, l'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des groupements ainsi transformés. Évidemment, en fait, il a besoin de réanalyser les capacités de ce nouveau groupement. Bien sûr. Et juste une précision, est-ce que ça se fait en 2 étapes? Donc d'abord, on informe l'acheteur qu'il y a une modification, enfin qu'il y a un membre du groupement actuel, enfin initialement proposé, qui est défaillant. L'acheteur en prend note et après nous donne la marche à suivre en disant il faut que vous nous prouviez que c'est possible. Et ça se fait dans un second temps où on peut tout faire. Non, il faut tout faire en même temps. Ok. Parce qu'en fait, les délais sont contraints, parce qu'on est vraiment déjà au stade d'analyse des offres. D'accord. Donc, il faut que, en fait, ça va influer la décision de l'acheteur. Vous lui prouvez avec les justificatifs que vous avez un membre du groupement qui est défaillant, mais vous lui prouvez immédiatement que ça ne pose pas de problème. Vous avez déjà une autre solution. Et donc, vous apportez une autre forme de groupement, un autre acteur qui va pouvoir exécuter. Et donc, l'acheteur public, il va analyser si le nouveau groupement est tout en capacité que le premier d'exécuter les prestations qui sont demandées dans le marché public. Bon, il vérifie évidemment si les conditions sont remplies, si vraiment vous êtes dans les cas prévus par le code, et ensuite, si le nouveau groupement est en capacité, donc il analyse et vous apporte une réponse pour vous dire j'accepte, et donc. D'accord. Et encore une petite question très pratico-pratique. Alors, quand on est en phase de consultation des entreprises, les entreprises peuvent communiquer avec l'acheteur via la plateforme. Quand on est dans ce cas-là et qu'on est en phase d'analyse, il y a plus la possibilité de poser des questions directement. Donc, le contact, c'est généralement le contact référent qui est indiqué dans le document de consultation, c'est ça? Tout à fait, c'est le contact mail. D'accord, très bien. Qui est toujours dans les vies de publicité normalement. Ok. Donc, vous avez ensuite les autres aléas qui peuvent intervenir, eux, en cours d'exécution. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure sur la défaillance d'un prestataire lors de l'exécution du marché. Donc, en fait, il existe un principe, c'est le principe de l'intangibilité d'un groupement et l'intangibilité de la substitution d'un membre de groupement en cours d'exécution. C'est-à-dire que concrètement, la modification d'un ou plusieurs membres du groupement constitue une modification du titulaire. C'est-à-dire que lors de l'analyse, le marché il a été attribué à ces titulaires-là. Donc, si en cours d'exécution, tout le monde change, ça fausse un petit peu les règles de la concurrence. Donc, il y a 2 cas où il est possible de modifier l'un des membres du groupement en cas de problème, soit c'est prévu par une clause de réexamen, et c'est souvent le cas dans les cahiers des charges. Vous regardez dans votre CCAP, c'est ce qu'on appelle un avenant de transfert. C'est prévu dans les clauses de réexamen. Donc, ou c'est une option contractuelle, donc qui est conforme donc, aux dispositions de l'article 2194.1 du Code de la commande publique. Voilà, vous avez cet avenant de transfert. Vous avez aussi la possibilité, en fait, il y a un changement d'un membre de groupement quand il y a cession de marché, à la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial. Donc, il ne doit pas impliquer d'autres modifications substantielles du marché. Et elle ne doit pas être réalisée pour se soustraire aux obligations de mise en concurrence. Donc, il arrive beaucoup que les titulaires de marché, en fait, qui ont une situation parfois financière qui est un peu délicate, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont céder leur marché public à une banque. BPI ou autre banque. Et c'est ce qu'on appelle également l'avenant de transfert. C'est-à-dire que le titulaire du marché reste le même, c'est lui qui exécute les prestations. La banque lui aura versé l'ensemble du montant du marché et la banque sera rémunérée par le pouvoir public. D'accord, donc ça c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça arrive très souvent. Qu'il y ait des cessions de créances. D'accord, ok. Donc,
Si vous modifiez un des membres du groupement, le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées forcément par l'acheteur pour la participation à la procédure du marché initial. Mais les cessions de marché, alors c'est une bonne solution, les cessions de marché. C'est risqué ou pas? Non, c'est pas risqué. Les cessions de marché, ça se fait en général avec des banques qui sont vraiment stables. On en fait beaucoup avec la BPI ou avec la BNP. Donc ça va être avec votre banque. Quand on a une entreprise, on a un compte bancaire et donc c'est une manière, souvent l'entreprise, soit elle a la possibilité de faire un prêt si elle a besoin de faire de l'investissement, besoin de payer ses salariés et que c'est une petite entreprise et peut-être que les délais de paiement du marché public vont la mettre en difficulté. Donc, elle cède le côté paiement. Oui, d'accord. Voilà. Elle cède le marché à la banque. Elle continue à exécuter. Ouais. Mais la banque fait comme une avance, c'est ça? Voilà, la banque, en fait, va lui avancer la totalité du montant du marché. D'accord, OK. Et lorsque c'est, non, je pense que la question se pose pas, mais je me posais la question sur un marché à bon de commande, par exemple. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est possible de faire ça? Il y en a pas tellement sur les marchés à bon de C'est commande. plutôt sur les marchés globaux et forfaitaires, c'est ça? Voilà, c'est beaucoup sur les marchés globaux, forfaitaires, les marchés de travaux, les gros marchés. Ouais, d'accord. Très clair. Eh ben, je crois qu'on arrive, à la fin de ce webinaire. Est-ce que Dominique, tu peux nous faire une petite conclusion et nous lister un peu les points, à retenir sur, la réponse en GME ou la réponse en sous-traitance, s'il te plaît? Oui, donc avant de se lancer, dans une co-traitance, évidemment, on prend connaissance du marché. On retrouve donc les infos sur les séances précédentes. Surtout, on lit bien le règlement de la consultation. C'est dans le règlement de la consultation que vous allez retrouver toutes les conditions de participation. Est-ce que le pouvoir adjudicateur vous impose un groupement solidaire? Est-ce que c'est un groupement libre? Puis, en fonction de la nature, évidemment, de l'objet du marché, vous allez décider soit vous êtes capable d'accomplir l'ensemble des prestations, soit vous avez besoin d'une sous-traitance ou d'une co-traitance. Donc, vous listez bien tous les documents à produire. Vous regardez les critères de notation pour les candidatures et les offres. Donc là, vous constatez que, par exemple, sur la candidature, si on vous demande un nombre de chiffres d'affaires, un nombre d'années, etc., eh bien, peut-être qu'il vous faut une entreprise avec laquelle travailler, en listant également le CCTP pour voir et identifier toutes les prestations qu'il y a réalisées. Donc, à partir de là, vous laissez un petit peu un go, no go. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour répondre à ce marché? Parce que je ne suis pas capable d'assurer l'ensemble des prestations, ou peut-être que mon chiffre d'affaires, mes moyens humains ne sont pas suffisants et donc je n'aurai pas la possibilité de gagner ce marché. Et puis ensuite, c'est organiser la réponse. Donc, comme je vous le disais, donc, quand vous organisez la réponse, donc vous organisez en co-traitance ou en sous-traitance. Vous calculez bien les gains et les risques qui sont liés à l'exécution du marché. On anticipe bien les délais pour répondre en co-traitance. Donc, on va à la bourse où on connaît la bourse de co-traitance de Maximilien de Place, ou peut-être en général, on connaît aussi des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de travailler, même en dehors des marchés publics. On se répartit les prestations entre membres. On décide si on part en sous-traitance ou en co-traitance. Alors évidemment, souvent la sous-traitance, on la choisit quand on est une entreprise, qu'on est capable, par exemple, d'assurer pratiquement, on va dire 60 à 80% de la prestation, on va prendre un sous-traitant. S'il y a vraiment une nécessité de complémentarité à du 40 ou qu'on peut être trois entreprises en groupement de traite. Voilà, c'est un petit peu vraiment sur l'ensemble des prestations réalisées. Peut-être que au sein des entreprises de l'ESS, il y a quand même aussi cet esprit de coopération qui est quand même assez présent et poussé. Donc ça peut être intéressant pour vous aussi de pousser ces aspects-là en essayant de répondre en co-traitance. Ça fait des belles références aussi pour tout le monde, donc c'est intéressant. Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Donc, vous trouvez un mandataire
Mmh. En général, le mandataire, on le choisit parmi l'entreprise qui est la plus solide et celle qui peut dégager un mandataire. Ouais. Parce que quand vous êtes dans une toute petite structure, eh bien, vous avez des équipes administratives des fois toutes petites ou inexistantes, Ouais. où le patron est lui-même le pauvre, le responsable administratif, il a peut-être une assistante, et donc pour lui, ça va être peut-être très lourd Ouais. d'assurer toute la partie administrative et tous les contacts avec le donneur d'ordre public. Donc en général, c'est celui qui a la masse salariale, on va dire les moyens humains les plus importants, qui peut détacher quelqu'un pour assurer cette mission. Ça peut aussi être, l'entreprise qui a le plus d'expérience en réponse en marché public, non? Tout à fait. Mmh. Oui, celui qui a l'habitude, oui. Ouais. Mais en général, justement, voilà, quand on a l'habitude, c'est qu'on a déjà quelqu'un qui est Ouais. dédié et qui va être quand même en charge de toute la partie administrative, financière et opérationnelle, non pas uniquement pour son entreprise, mais pour toutes les entreprises du Ouais. groupement. C'est presque parfois un temps plein Oui. sur certaines prestations. Donc, il faudra bien définir comment va être rémunéré le mandataire. Mmh. Donc ça, c'est aux proportions Ouais. du marché que vous allez avoir. Et ça, c'est dans la convention de groupement, Dans la encore une convention fois. de Parce que groupement. le donneur d'ordre, en fait, lui, ça lui est plus ou moins égal. Ça La lui rémunération du mandataire, c'est pas son problème. C'est absolument pas son problème. En fait, la convention de groupement, c'est vraiment le contrat privé Mmh. entre les membres du groupement. D'accord. Lui, le pouvoir éducateur, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un mandataire. Mmh. Comment est-ce que les entreprises sont organisées entre elles? Ce n'est pas son affaire. Mmh. C'est un contrat privé entre eux. Mais je vous conseille vraiment, alors si vous êtes par exemple en travaux, je vous conseille d'aller sur le site du Conseil national des architectes. Ils ont des modèles de conventions de groupement Ouais. pour les marchés de travaux, puisque au marché de travaux, on a beaucoup de conventions de groupement pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Donc, vous pouvez vous en inspirer tout simplement parce qu'elles sont extrêmement complètes, ces conventions de groupement. Elles prévoient absolument tout, tous les aléas, tous les problèmes qui peuvent surgir pendant l'exécution du marché. Ouais, d'accord. Et moi, j'ai déjà vu aussi, des fois des donneurs d'ordre qui, dans le DCE, fournissent un modèle de convention de groupement. Ça veut pas dire que c'est un document qui devient, contractuel, une fois que le marché est attribué, enfin, en tout cas, qui peut pas être opposable au donneur d'ordre, mais ça permet, enfin, voilà, c'est une facilité qui peut être parfois donnée par le donneur d'ordre, quand il sait qu'il y aura sans doute des réponses en groupement. Tout à fait. Eh ben, on arrive, à la fin de ce webinaire. Alors j'ai pas vu de questions posées, dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas à le faire et puis, de toute façon, vous aurez aussi, les coordonnées de Dominique s'il y a des choses qui arrivent, a posteriori après l'enregistrement. Merci à tous et à toutes d'avoir, participé aujourd'hui, et merci à ceux qui ont suivi le cycle de webinaire, sur les 4 sessions. On espère que ça vous aura été utile et que ça vous permettra de répondre plus facilement à des marchés publics, dans le futur. Très bonne journée à tous et à toutes et merci encore à Dominique pour l'animation de ce webinaire. Merci Eva et merci à tous et à toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.